ce qu'est le pays. Cette jeunesse-là, quand on dit il y a les jeunes dans la rue, en réalité, les jeunes dans la rue, ça veut dire la population dans la rue, tout simplement, en Algérie. Et cette donnée démographique fait que parmi les premiers slogans, les premières affiches que l'on a vues lors des manifestations, il y avait ce slogan que moi j'avais retenu: vous ne nous connaissez pas, mais nous vous connaissons très bien. Et est-ce que les femmes sont aussi une des clés de cette transition? Les femmes sont une clé de cette transition parce qu'elles représentent 50% de la population. Démographiquement, qu'il y ait autant de femmes que d'hommes dans la rue montre qu'il y a vraiment un bassin oui, mais qu'elles s'expriment, qu'elles descendent dans la rue aussi, qu'elles montent au créneau. Clé pour le coup, c'est qu'elles se réapproprient la rue. C'est-à-dire que ça dit quelque chose d'un changement de société. Là où il y a encore 1 an, 2 ans, l'Algérie était frappée par un fait divers d'une femme agressée pendant son jogging pendant le ramadan. Il y avait dû y avoir un jogging solidaire pour l'entourer avec des femmes dans un endroit assez protégé, confiné, avec des barrières. Là aujourd'hui, elles sont dans la rue, sans barrière, sans protection. Elles sont mélangées à tous les autres Algériens. Enfin, c'est une espèce de, comment on appelle ça, d'union sacrée qui est assez révélatrice. Elles ont compris également la force de l'image. Hein. Quand les policiers veulent intervenir dans des manifestations et que vous avez un cordon de femmes qui s'interpose entre nombre de jeunes et les policiers, elles ont compris quel rôle elles pouvaient avoir symboliquement aussi. Vous évoquiez tout à l'heure le pouvoir de l'armée mis au jour par cette contestation. Est-ce qu'il est possible que l'armée se mette maintenant à redurcir le ton maintenant qu'un nouveau président est en place? En tout cas, à mettre en place des couvre-feux, interdire les manifestations, des choses comme ça. En tout cas, on constate qu'à Oran, par exemple, pour l'instant, la répression a pris un tour assez particulier. La Ligue des droits de l'homme évoque 400 arrestations dans les derniers jours, car les manifestations se poursuivaient dans l'esprit, non pas de l'armée, parce que on en parle, enfin, moi-même je fais ce raccourci en parlant comme un corps homogène. Dans l'armée, il y a les officiers, il y a les colonels, il y a les commandants, et puis il y a l'état-major. Et l'état-major considère que l'élection présidentielle est une réponse au Irak et que désormais il n'y a plus de raison que les manifestations se poursuivent. On a vu dans le choix du candidat Abdelmajid Tebboune que l'armée ne parlait pas d'une seule voix. Nous, au sein de Jeune Afrique, je suis aussi rédactrice en chef du magazine sur la partie Maghreb et Moyen-Orient. On a des contacts au sein de l'institution militaire et on a nombre de commandants, de colonels, d'officiers qui avaient opté pour un autre candidat. Donc elle n'est pas encore uniforme. L'état-major, en tout cas, considérait pour sa part qu'Abdelmajid Tebboune était le meilleur candidat, celui qui, au final, présentait le moins de risques, y compris de risques pour les intérêts particuliers. Une source dans l'armée nous disait là-haut, ils ne souhaitent pas d'un président qui se prenne vraiment pour le président, c'est-à-dire qui mette à la retraite des généraux, etc. Donc Abdelmajid Tebboune, avec un certain nombre de scandales qui étaient évoqués dans le sujet que vous avez diffusé, qui touchent sa personne, sa famille. Il a été évoqué dans des affaires dans les années 2002, notamment la célèbre affaire Khalifa qui avait eu des branches jusqu'en France. Il apparaît comme le candidat le plus vulnérable, celui qui, en tout cas, n'aura pas les mains libres parce que, justement, doté d'une faible légitimité, y compris à travers son élection, mais aussi à travers le scandale ou les scandales dans lesquels son nom a pu être cité par le passé. Pour envisager la suite, alors c'est compliqué évidemment de l'imaginer, est-ce que l'un des problèmes, ce n'est pas aussi que la contestation a du mal à faire émerger vraiment un leader? C'est vrai que pour le coup, il y a là-dessus un dilemme qui est présenté aux personnalités qui sont dans ce Irak, et le pouvoir a d'ailleurs très bien joué de ce point de vue-là en appelant à un dialogue dès l'été, dialogue qui a été rejeté par les tenants du Irak, mais qui avait cette vocation à demander au mouvement, un mouvement diffus, horizontal, de se structurer. Et on a vu des débats avoir lieu au sein même des manifestants pour savoir s'il fallait désigner ou non des représentants. Bon, débat assez vite éteint puisque s'était posé la question des préalables. Est-ce qu'on désigne des représentants avant que les détenus d'opinion ne soient libérés? À partir du moment où le chef d'état-major avait dit pas de préalable au dialogue, le débat n'avait plus lieu. Mais c'est vrai que le Irak a eu peine à faire émerger un certain nombre de figures. Ceux avec qui j'ai discuté, qui sont les vendredis et les mardis dans les manifestations, soit des étudiants, soit dans les manifestations générales, relèvent aussi que les quelques personnalités qui à un moment ont pu être connues ou être identifiées ont fini en prison, comme Samir Ben Larbi, comme Bouregra, un ancien moudjahid, comme Karim Tabou. Donc la difficulté de se structurer vient aussi de la crainte que les représentants soient récupérés, soit emprisonnés. Vous parliez tout à l'heure de la force de l'image et du fait que les femmes avaient compris comment jouer avec cette image. Est-ce que les médias algériens s'émancipent aussi avec ce mouvement? Est-ce qu'ils vont vraiment jouer un nouveau rôle de contre-pouvoir? Et est-ce qu'en face, le nouveau président va devoir changer sa façon de communiquer? C'est extrêmement difficile pour les médias algériens pour une raison liée au système économique qui assure leur survie.
Pour la presse écrite, elle est dépendante de ce qu'on appelle l'ANET, qui est l'agence nationale public de publicité et qui distribue les subsides de la publicité publique aux journaux qui sont allez, plus ou moins sympathiques avec le pouvoir. Vous n'êtes pas sympa, vous n'avez plus de publicité, c'est fini. En ce qui concerne la presse privée, ses principaux annonceurs sont aujourd'hui en prison. C'est les fameux hommes d'affaires contre lesquels l'opération de corruption a été enclenchée. Merci beaucoup Neila Latros d'avoir été avec nous ce matin sur France Info. Restez avec nous, on se retrouve dans quelques instants juste après le rappel des titres.